Cette vidéo est une compilation de toutes mes autres vidéos format court qu'on peut retrouver par exemple sur YouTube. Alors pas toutes, mais surtout celles qui traitent de jeux vidéo. La raison pourquoi je fais ça maintenant, c'est que ça doit faire pile poil 1 an maintenant que je fais des vidéos plus travaillées. C'est-à-dire qu'avant je faisais des mèmes, si vous voulez les voir, ils sont encore sur Instagram, ils sont encore disponibles. Mais pour l'instant, j'ai envie de me baser sur des vidéos plus travaillées. Je suis personne et j'ai pas envie de devenir connu ou quoi que ce soit, je dis pas ça comme ça, mais juste voilà. C'est pour voir un petit peu comment j'évolue dans ma création. C'est tout. En tout cas, merci de regarder si vous regardez jusqu'au bout, et si aussi la raison de pourquoi je mets mes formats courts en format long, je me dis que des petites vidéos mais qui durent 2 minutes, ça peut être pratique à regarder en format long. Au moins la personne qui clique sur la vidéo s'engage à regarder une vidéo assez longue, contrairement à quand tu scrolles, bah tu scrolles, donc c'est pas... voilà. Le problème de Pokémon ZA, c'est que tout le monde le compare à, pas l'incomparable, mais à des jeux qui ne peuvent pas très bien servir de comparatif. Que ce soit The Witcher sorti en 2015, les Sonic de 2001 ou encore même des jeux de Nintendo 64, c'est pas ça qu'il faut comparer. Il faut se baser sur 3 choses, 3 thèmes très particuliers. Premier thème, les deadlines, parce que les jeux Pokémon sont très souvent sortis à environ 1 année d'intervalle les uns des autres. Ensuite, les plateformes, par exemple la Nintendo Switch. Même si le jeu est sorti sur Nintendo Switch 2, on va dire qu'il est grandement basé sur la puissance de la Nintendo Switch 1, et que les modifications entre guillemets de Nintendo Switch 2 sont pas des modifications majeures. Et pour finir, comparer avec des jeux de la même licence, c'est-à-dire faits par les mêmes studios et juste avec le même budget. Et là on pourra comparer avec Pokémon Écarlate. Pourquoi les bâtiments ils sont mieux faits dans Pokémon Écarlate, alors que dans Pokémon Écarlate le principe c'est de voyager dans la nature, dans la campagne, et dans Pokémon ZA c'est vraiment d'être dans la ville, et la ville elle est dégueulasse. C'est ça le vrai problème en vrai. Quand on réfléchit, pourquoi les maisons elles sont mieux faites sur Pokémon Soleil et Lune? Et encore Pokémon Soleil et Lune, on va dire oui c'est pas la même console, d'accord. Mais va pas me dire que de Pokémon Écarlate à Pokémon ZA tu peux pas juste reprendre le modèle 3D des maisons, l'améliorer un petit peu et l'implanter comme ça dans la ville. Même si les gens l'auraient remarqué, est-ce que c'est pire finalement de faire ça ou de juste mettre des gros PNG de maison.jpeg sur les murs? Non mais je sais pas après, je sais pas. Dernière petite parenthèse, juste pour vous dire que le problème ne vient pas du studio de développement, c'est-à-dire de Game Freak, mais plutôt de Pokémon Company et de Nintendo qui imposent du coup des deadlines et aussi quelques petits, on va dire, des petites règles que doivent respecter Game Freak pour garder la licence Pokémon bien protégée, bien sécurisée. Car quand le studio n'a pas de contraintes, on peut le voir avec Beast of Reincarnation, eh ben, il peut pondre de vraies pépites. Vraiment des beaux jeux incroyables, etc. Voilà. Donc c'est pas la faute des développeurs si jamais... voilà. Final Fantasy VII Remake contient un DLC nommé Intergrade. Ce dernier se passe lors de la chute de Cloud dans l'église d'Aeris. Je mets ça juste en contexte pour plus tard, vous comprendrez. Ce DLC se passe avec un personnage principal nommé Yuffie, qui est une agente du Wutai. En gros, c'est un pays contre le pays où se passe Final Fantasy VII, contre la Shinra et contre Midgar. Yuffie, jeune shinobi du Wutai entraîné par son père, porte un chapeau de Mog. Et, d'après les dires qu'on lui a transmis, un autre individu caché dans Midgar et travaillant pour le Wutai serait coiffé du même chapeau de Mog ou quelque chose qui s'en rapproche plus ou moins. Plus tard, elle trouve un ami à elle nommé Sono. Et ce dernier dit qu'il faisait déjà du repérage. Elle imagine donc tout naturellement que c'est lui la personne envoyée, et fait aventure avec lui. Malheureusement ce dernier ne porte pas de chapeau de Mog, et on pourrait se dire au premier abord que étant donné qu'il était en train de se bourrer la gueule à Wall Market, il a peut-être perdu. Mais si justement on reprend les informations de Cloud qui tombent dans le secteur d'Aeris, dans ce dernier secteur il y a quand même, je vous rappelle, un petit enfant déguisé en Mog. Pile poil en concordance avec les événements de l'intermission de Yuffie. Bizarre, ça voudrait dire que cet enfant déguisé en Mog serait en fait un agent du Wutai caché justement avec les autres enfants pour ne pas que les adultes le repèrent et qui ferait du blanchiment d'argent avec les médailles Mog. Je rappelle que c'est également grâce à ce dernier qu'on a accès à certains livres de compétences pour les personnages ou encore des armes pour Barrett. Blanchiment d'argent, vente d'armes et de stupéfiants. Non mais on peut le féliciter. Non mais directement. La peinture jaune, ça vous dit quelque chose ? Dans les jeux vidéo. Je veux dire, ma pépé c'est Luigi, tu pensais vraiment que j'allais parler d'autre chose? Concentre-toi 5 minutes s'il te plaît. Bon, la peinture jaune, c'est quelque chose qui est apparu aux alentours de la PS3, on va dire, pour supprimer le level design. Bon, je vais m'expliquer. Le level design, c'est la manière dont est fait un niveau pour être assez lisible et compréhensible par les joueurs. Le fameux exemple de, oui, dans Mario, les Goombas ressemblent à des bumpers, donc forcément t'as envie de sauter dessus. Voilà, c'est un exemple de level design entre guillemets. Sauf qu'aux avènements de certaines consoles comme la PS3 ou la Xbox 360, les jeux se voulaient de plus en plus réalistes. D'un côté on peut le comprendre, mais de l'autre
côté, ça casse un peu le level design parce que la vraie vie, elle est pas designée comme un jeu vidéo. Et c'est là qu'est apparue la peinture jaune, qu'on peut retrouver notamment dans des jeux comme God of War, le 4, hein, pas le premier évidemment, qui est là pour nous indiquer où aller, par où passer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah ouais, mais cette peinture, elle casse totalement l'immersion. T'as plus l'impression d'être dans un jeu vidéo dans lequel tu peux t'immerger, te balader ou faire tes propres choix, mais plus dans une création où les développeurs se sont dit, mais il est bête lui, faut forcément qu'on lui mette des grosses flèches devant la gueule. Et des exemples de jeux qui ont cette peinture, j'en ai plein, je peux vous en citer facile 2-3 là, comme God of War 4, God of War Ragnarok, les Horizons, donc Horizon Zero Dawn, ou encore Final Fantasy VII Remake, mais je peux aussi vous donner des exemples de jeux qui n'ont pas cette putain de peinture jaune, qui sont pourtant en monde ouvert, et qui pourtant possèdent un level design incroyable. Je pourrais citer les Batman Arkham, mais là j'ai plus envie de me pencher envers les The Legend of Zelda sortis sur Nintendo Switch, qui sont Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, alors pas Echoes of Wisdom, ou des remakes, on s'en fout, je parle vraiment de ces deux mondes ouverts là. Déjà, je vais pas tout citer, le level design de ces jeux est vraiment incroyable. Les tours qui se voient de loin et qui nous permettent d'apercevoir la map en son entièreté, les différents camps de monstres ou sanctuaires, les villages, il y a vraiment beaucoup trop de choses à analyser. Moi je vais juste me baser sur les sanctuaires, qui sont entre guillemets des petits niveaux, des petites énigmes. Donc ces sanctuaires, souvent nous poussent à utiliser une technique ou une autre qu'on nous a appris plus tôt dans le jeu, pour pouvoir montrer si on a évolué niveau intelligence, hein, parce que c'est connu, les jeux vidéo ça rend violent, et donc voir si on est digne de recevoir le trésor de ce dit sanctuaire. Et bien ces sanctuaires, par exemple là je pense à Tears of the Kingdom, possèdent des dalles sur le sol avec certains motifs qui te font comprendre qu'il faut utiliser certaines capacités à certains endroits pour finir certaines énigmes. Ces mêmes dalles sont tellement bien incrustées dans le décor que si on les voit pas, c'est pas forcément grave. Mais si on les voit, on se dit que cet emplacement serait sans doute optimal pour utiliser une capacité quelconque. Donc vous en pensez quoi de cette peinture jaune? Je veux dire évidemment qu'on peut s'en passer, mais est-ce que ça vous dérange? Comment ils faisaient à l'époque pour jouer aux jeux vidéo? Je veux dire, regarde, c'est tout pixelisé, c'est dégueulasse, on comprend rien. Ok, assis-toi et ferme ta gueule, je vais t'expliquer. Tu vois, toi tu joues sans doute là sur un écran plat, à des émulateurs ou autre, ce qui fait qu'on voit les pixels, c'est logique. Bah la télé est assez puissante pour tout afficher, donc elle affiche tout. Le truc c'est qu'à l'époque, les télés en question, c'était des écrans cathodiques, ce qui signifie qu'il n'y avait pas vraiment de pixels, c'était plutôt des lignes colorées qui faisaient des sprites. Globalement, les sprites c'est des petits dessins, donc c'est fait exprès pour que l'écran cathodique fasse ressortir ce que l'éditeur voulait que tu voyes, et pas des pixels. Malheureusement, de nos jours, aller récupérer une télé cathodique, c'est de une dangereux. Vous savez pas comment ça marche ce truc, mais c'est surtout des gros éclairs qui sont lancés contre une vitre pour faire des images. Bah, c'est pas ultra safe. Et donc, en plus, aller chercher une vieille télé cathodique, soit ça coûte cher, soit c'est fragile, ça fait chier. Et les gamers ont trouvé une solution à ça. Ça s'appelle le filtre CRT. C'est un filtre qui est là juste pour copier l'écran cathodique et donc réafficher les sprites quand tu joues à un émulateur ou à un autre. Mais de nos jours, ce genre de filtre CRT, bah, ça existe, mais pour des jeux récents. Alors, là, vous allez vous dire, mais quel jeu récent pourrait bénéficier d'un filtre qui permet de effacer entre guillemets les pixels? C'est très simple. Vous savez très bien, la Switch 2 en mode portable est moins puissante que pourrait l'être une PS5 évidemment. Donc pour des jeux comme Street Fighter 6, bah, on voit les pixels. Attends, on voit pas les pixels. C'est très simple. Il y a un filtre sur Street Fighter en mode portable sur la Nintendo Switch 2. Bon, alors faut vraiment regarder de très près et tu vois le filtre, c'est flagrant. Mais sinon, quand tu omets ce petit fait, bah tu le vois pas. Eh oui, ce qui fait que le jeu est vachement beau pour une console portable. Alors pour vous, est-ce que ce genre de technique utilisée par Capcom est intéressante, voire même intelligente? Et je veux pas qu'on débatte sur la puissance de la Nintendo Switch, c'est pas vraiment le sujet, tu vois. Capcom, célèbre éditeur de jeux vidéo, qui a sorti notamment les Resident Evil ou les Street Fighter, les Devil May Cry, récemment Pragmata ou encore Monster Hunter aussi, cité, voilà. Tout le monde la connaît un petit peu, cette entreprise, ne serait-ce par l'ampleur de Megaman ou Street Fighter que tout le monde connaît aujourd'hui. Moi, Street Fighter et Resident Evil, c'est vrai. Et bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça part en mode podcast un peu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent ils utilisent les mêmes, on va dire, tournants scénaristiques. Alors qu'est-ce que je veux dire par tournant scénaristique? C'est très simple. L'histoire de certains personnages, le background, le lore, tout ça, bah, c'est exactement la même en fait. C'est juste dans des univers différents. Alors laissez-moi vous expliquer. Donc on a par exemple Street Fighter et Devil May Cry qui ont littéralement la même histoire pour certains personnages quand même centrales de l'univers de chacun des jeux. D'un côté on a Ryu qui est le fils de Akuma, donc d'un démon, et qui a été élevé par Guken, le frère d'Akuma, et qui est contre les démons. Là ça peut paraître brouillon, mais après je peux aussi vous parler de l'histoire de Nero. Son père est à moitié démon, c'est Virgile, et il est élevé, entre guillemets élevé, ou pris sous l'aile plutôt, de son oncle, qui est contre les démons, et qui est Dante. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est littéralement la même chose en fait pour les deux persos. Et là vous vous dites peut-être, oui mais c'est totalement différent, et puis ça se trouve, c'est une coïncidence. Alors déjà c'est quand même une sacrée coïncidence pour que ce soit en plus de jeux Capcom, mais en plus on pourra chercher une autre similarité qui serait
rentrer chez les petites filles. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais s'il vous plaît, attrapez pas ma veste et écoutez-moi 5 minutes. Par exemple, dans Street Fighter, encore, on a une petite fille qu'on sauve dans Street Fighter 5 et qui devient l'élève de Chun-Li. Enfin, je me rappelle plus son prénom en gros, mais en gros, c'est une petite fille sur qui on a fait des expériences et qui est très forte en informatique. Donc, une petite fille qui peut aider dans l'histoire, tu vois. Un peu comme Diana dans Fragmata, sauf que c'est pas un robot. Mais voilà. Mais quand on parle de petite fille qui a des pouvoirs qui peuvent aider le perso principal dans l'histoire, on pourrait aussi penser à Emily dans Resident Evil 9. Donc, si vous aussi vous voyez ce genre de truc dans les jeux vidéo au niveau du scénario, n'hésitez pas à me le dire, il y a les commentaires, ça sert à quelque chose. C'est quoi le syndrome Street Fighter 2? Ou plutôt les syndromes, parce qu'il y en a deux des syndromes Street Fighter 2. Enfin, c'est cocasse, vous allez comprendre. Le premier, c'est que quand Street Fighter 2 est sorti à l'époque, des nombreux jeux de merde qui voulaient copier Street Fighter 2 parce que c'était l'un des meilleurs jeux de combat du monde, on fait juste du copier-coller en changeant les personnages comme Historia Fighters ou encore Mortal Kombat. Mortal Kombat est né grâce à Street Fighter 2. Donc voilà, si jamais vous dites ah, le jeu il est mieux que Street Fighter, c'est pas vrai en fait, c'est pas possible parce que c'est la genèse en fait, c'est la genèse, voilà. Le deuxième syndrome, c'est que plus tu joues à Street Fighter 2, plus t'apprends les combos, les attaques spéciales, etc. Et plus tu te feras éclater, même par le petit de 8 ans. Ah, je peux jouer ici, j'ai une pièce, je peux la mettre dans l'arcade. Bam, il te détruit. Toi t'es là, tu joues Ryu depuis des jours et des jours. Lui, il prend Blanca, il fait une attaque, KO, perfect. T'es nul. Et là, la question se pose de comment ça marche en fait, ce fameux syndrome Street Fighter 2. Ah c'est très simple. Du coup, comme j'ai dit, plus t'apprends les combos, plus en fait t'as envie de les faire. T'as envie de caler des combos, des attaques spéciales. Comme par exemple, on va prendre un exemple simple, le Hadouken que tout le monde connaît. Pour le faire, faire un quart de cercle et un coup de poing. Ça déclenche l'attaque. Sauf que quand tu sais pas la faire ou pas la caler, ça prend du temps à faire un Hadouken. Et quand tu prends du temps à faire une attaque, ton adversaire qui lui juste connaît les attaques de base qui sont plus rapides, comme les coups de poing et les coups de pied classiques, il va t'en foutre plein la gueule et tu vas perdre parce que tu étais focalisé sur le fait de te faire un Hadouken. Et ce syndrome, assez connu par les joueurs de jeux de combat mais peu par les autres, peut par exemple penser à des jeux comme Final Fantasy VII Remake ou encore Devil May Cry 5 où t'as envie de placer une attaque spéciale ou un combo, mais le temps que cette attaque se charge ou alors que tu aies le temps de mettre en place le combo, le boss en face ou l'ennemi classique même, juste tu voulais faire un truc stylé, l'ennemi classique il vient vers toi, il t'arrache les dents une par une, il te regarde dans les yeux et il est en mode alors, attaque! Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous pouvez me le dire directement. Souvent quand ça vous est arrivé, je parie que ça va être sur Mario Kart 8, hein, parce que le nombre de personnes qui jouent à ce jeu en disant qu'ils sont trop forts mais ils finissent 3ème, comme moi genre. Ça vous est déjà arrivé de tuer vos jeux? Sans faire exprès, hein, je dis pas. Mais par exemple, laissez-moi vous raconter une histoire. Je partais en voyage une petite semaine et pour m'occuper, quand j'avais des temps morts, j'avais acheté Tunic, un petit jeu indépendant qui se base sur les The Legend of Zelda et qui est franchement pas dégueulasse. En plus, je m'étais fait chier à trouver cette version-là, qui contient beaucoup de collectibles à part du jeu. Et ce jeu, j'ai dû y passer 2 heures sur une console avant de sauvegarder les données dans le cloud. Donc j'ai 2 heures de jeu préenregistrées avant de directement attaquer le vif du jeu quand je serai parti. En partant, rien que sur le trajet, j'ai fait 1 heure de jeu. Une fois arrivé, j'ai dû en faire 2 de plus, et dans la semaine, 2 autres encore, ce qui nous donne un total de 5 heures de jeu sur Tunic. Ça veut dire en tout 7 heures avec les 2 heures que j'avais fait avant de partir. Et c'est pas que j'aime pas Tunic, hein, mais au bout d'un moment, j'ai décidé de jouer à autre chose, à un autre jeu, pour changer. Donc je sauvegarde à cette statue, et je sors du jeu, en me disant, bon, je reprendrai plus tard, c'est pas grave. Et là, quand j'ai essayé de reprendre, tout heureux, tout joyeux, quelle fut ma surprise de voir que j'étais retourné à la sauvegarde des 2 heures, celle que j'avais fait avant de partir. 5 heures. 5 heures de jeu, 5 heures à me faire chier, à résoudre des énigmes, à battre des boss, à trouver des passages secrets, effacés, parce que je sais pas, j'ai mal sauvegardé, ou alors je sais pas comment sauvegarder dans le jeu, mais 5 heures. Et le problème, c'est que je risque pas d'y rejouer avant un petit moment. La raison est très simple. Mes souvenirs, ils sont encore très frais du jeu, et malheureusement, j'ai la flemme de tout me retaper, et d'essayer de tout retrouver correctement. Donc c'est avec tristesse que ce jeu est mort. Bon, il est pas vraiment mort, hein, c'est juste que dans ma collection, pour l'instant, j'ai pas trop y toucher, mais voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sans doute. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça m'arrive de niquer une sauvegarde d'un jeu. Ça m'est déjà arrivé sur, Assassin's Creed Unity. D'ailleurs, merci les serveurs Xbox, hein, et plus jamais je vous fais confiance. Donc voilà.